Merci aussi à Olga Prokopieva d'être parmi nous, qui est donc la directrice de cette association Russie Liberté, qui fait un travail remarquable avec les plus grands dissidents de l'émigration russe, de la diaspora russe, de ces centaines de milliers de personnes qui ont quitté la Russie depuis 2022 parce qu'ils ne sont pas solidaires du gouvernement russe. J'ai eu l'occasion de voir comment cette association Russie Liberté travaille avec des Karamurza ou Nemtsova, enfin tous les grands noms de cette émigration. Et je crois, Olga, que toi tu réfléchis sur une autre approche, la campagne People First. Donc peut-être ce serait intéressant que tu puisses nous en parler. D'accord, merci Antoine, merci pour l'invitation. Et pareil, je vous remercie pour vous intéresser à ce sujet. Pour moi, c'est très important d'en parler parce qu'en fait, le travail des activistes et des initiatives russes qui œuvrent justement pour le retour des enfants ukrainiens déportés en Russie est très peu connu à l'étranger et en France. Et nous, notre rôle en tant qu'association française, Russie Liberté, est de faire connaître l'action de toute cette société civile russe qui en réalité est très active, qui fait beaucoup de choses en souterrain parce que c'est extrêmement dangereux dans un cadre répressif, dictatorial qui est celui du régime poutinien. Et dont je voudrais parler aujourd'hui. Et donc il y a deux volets. Il y a un volet plaidoyer que nous menons ici en France et dans d'autres pays d'Europe, puisqu'il y a tout un réseau de Russes anti-guerre qui s'appelle Free Russians Global, et qui travaillent ensemble avec des ONG ukrainiennes au sein d'une campagne internationale qui s'appelle People First, lancé par le Centre des libertés civiles et Mémorial, donc deux ONG prix Nobel de la paix, russes et ukrainiennes, et dont l'objectif en fait est que dans toute tentative de négociation avec le régime poutinien, que la question des enfants, des êtres humains, d'un point de vue plus large, People First, soit en premier plan. Donc dans cette campagne, il est demandé que avant toute chose, soit assurée la libération des prisonniers de guerre ukrainiens, la libération des prisonniers civils ukrainiens qui sont détenus par milliers par Poutine, le retour des enfants ukrainiens et aussi la libération des prisonniers politiques russes. Donc ça, c'est une campagne très importante, justement à l'occasion des grandes rencontres comme celle d'Alaska. Une lettre avait été envoyée à l'administration Trump par cette initiative. Une campagne médiatique avait été initiée. Nous avions publié une tribune dans Le Monde et d'autres actions de ce genre. Donc ça, c'est une action de plaidoyer qui est de long terme, de longue haleine, qu'on va continuer et qu'on vous invite à relayer aussi. On publie beaucoup de choses sur le sujet sur nos réseaux sociaux en français, donc n'hésitez pas à relayer. Mais je voudrais en fait me focuser aussi sur le travail de terrain qui est mené par des activistes russes en Russie et sur les réseaux sociaux, de recherche des enfants. Parce qu'en réalité, sur les dizaines de milliers d'enfants ukrainiens déportés, très peu sont connus. Les noms ne sont pas révélés de tous, hein, parce que beaucoup de déportations se sont faites des régions déjà occupées depuis 2014, de Donetsk et de Lugansk, et ces noms justement n'étaient pas connus des autorités ukrainiennes. Et la première grande enquête qui a été faite sur ces déportations était celle du média d'investigation russe qui s'appelle Verstka, par Anna Ryzhkova, une journaliste russe, qui a, avec ses collègues, donc fouillé tout l'Internet pour comprendre où sont transportés ces enfants, dans quelles institutions russes, et comment c'est organisé, et comment identifier leur nom. Et donc ils ont identifié deux hubs, c'était dans les 3 premiers mois de la guerre d'invasion massive, un à côté de la ville de Taganrog et une autre dans la région de Kursk, donc c'est une région sud de Russie, où avaient été déplacés en masse d'abord les enfants donc des régions de Donetsk et de Lugansk, des orphelinats majoritairement, mais d'autres aussi institutions.
Et donc en effet, il y a différents cas de figure. Il y a des enfants qui avaient pourtant des tuteurs en Ukraine, donc il n'y avait aucune raison, dans tous les cas, il n'y avait aucune raison bien sûr de les déporter de la sorte, mais encore moins quand il y avait des tuteurs légaux présents en Ukraine. Ensuite, une autre initiative qui s'appelle Kid Mapping, en fait c'est une ONG, je dis ça, mais en réalité c'est une initiative où il y a 3 bénévoles et qui font un travail monstrueux et qui travaillent avec d'autres bénévoles dans toute la Russie, qui ont construit toute une carte que vous pouvez voir sur leur site, donc Kid Mapping, c'est comme map, carte, de 260 centres dans toute la Russie, qui ont potentiellement accueilli des enfants ukrainiens. Ils ont identifié 300 noms, et pour identifier 300 noms, c'est vraiment un scrutage des réseaux sociaux. En fait, au début, comme ça a été déjà dit par mes collègues, ces déportations avaient été très médiatisées par la Russie. L'objectif était, par Maria Lvova-Belova, était non seulement de contribuer à la propagande du récit poutinien, comme quoi ils sauvent des Ukrainiens, parce que c'est le narratif du Kremlin, mais aussi de montrer à quel point ces enfants sont soi-disant heureux et retrouvent des familles d'accueil en Russie, etc. Et donc, d'un côté, grâce à cette médiatisation, eh bien, des enfants ont pu être identifiés. Et en comparant des images des réseaux sociaux officiels russes, des réseaux sociaux des familles d'accueil, des centres d'accueil, et en comparant des listes ukrainiennes, officielles aussi, mais aussi des réseaux sociaux d'adolescents ukrainiens, ils ont pu croiser les données et identifier les noms, les visages de ces adolescents, souvent, et aussi petits-enfants. Par exemple, ils m'ont expliqué que une des actions dans les orphelinats, c'est d'écrire des lettres au Père Noël. Et ce type d'action est très médiatisé. Les orphelinats affichent des photos d'enfants avec leurs lettres au Père Noël. Et c'est grâce à ces photos qu'ils ont pu, en croisant les données, donc en faisant des recherches sur Internet, en sources ouvertes, ils ont pu détecter les noms de ces enfants. Pourquoi c'est si difficile aussi? C'est parce que, en fait, il n'y a pas de liste claire et souvent, les noms, prénoms sont changés. Les villes de naissance et les dates de naissance sont même changées pour certains enfants. Donc, tout se fait via ces photos qu'on peut retrouver sur Internet lorsqu'elles sont disponibles. Aujourd'hui, ce travail de recherche continue. Verska, donc le média indépendant russe dont je vous parlais, a déjà sorti 10 dossiers. Le dernier dossier qu'ils ont sorti a identifié 285 enfants, surtout des adolescents. Et ils ont parlé avec chacun d'eux. Il y a eu des vidéos interviews pour comprendre leur situation. Donc souvent, ce sont des enfants qui n'ont pas été justement ni adoptés, ni placés dans des familles d'accueil ou des tuteurs, et qui sont sur des listes du site internet russe usanaviti.ru, donc adopté.ru, c'est un site officiel, et ils ont compris leur parcours. Et donc l'objectif, bien sûr, c'est que des familles ukrainiennes, qui ont des enfants qui ont encore des familles ukrainiennes, puissent les identifier et faire le nécessaire pour les rapatrier lorsque cela est possible. Ces enquêtes ont aussi directement contribué au dossier pour la Cour pénale internationale, au dossier de l'ONU et d'autres organisations internationales qui travaillent sur le dossier. Il y a une coopération, bien sûr, entre ces médias d'investigation russes, ces initiatives et des ONG ukrainiennes qui sont très actifs. Et très important justement pour suivre le réseau et le déploiement de ces enfants, parce que plus la guerre d'invasion massive continue, plus il est difficile de comprendre où ensuite ils sont dispatchés, et donc ce suivi permanent est extrêmement important. Ensuite, il y a aussi des initiatives plus locales, et donc ça c'est une des dernières initiatives que je vais évoquer aujourd'hui.
C'est juste des groupes de bénévoles qui habitent le long de la frontière ukrainienne, par exemple dans la ville de Belgorod, qui sont en contact direct en fait avec des familles ukrainiennes de l'autre côté de la frontière, et des parents les demandent de retrouver leurs enfants. Et c'est un travail qui est fait par ces bénévoles, et c'est un travail extrêmement dangereux en fait en Russie. Je donne juste un exemple, celui d'une militante qui s'appelle Nadine Geyser, qui a été emprisonnée pour 22 ans pour haute trahison, parce qu'en fait, elle a accompagné des familles ukrainiennes pour les aider, et des familles réfugiées en Russie, et aussi des familles de l'autre côté de la frontière, autant pour les aider d'un point de vue humanitaire, tout simplement, elle a apporté des vivres, etc., mais aussi elle a aidé à retrouver des enfants. Et dans son chef d'inculpation, ce fait d'avoir accompagné des familles à retrouver leurs enfants est figuré de manière très insistante que c'est une sorte de haute trahison. Voilà, donc à quel point ce travail est courageux. Il y a aussi des activistes qui s'infiltrent dans des centres d'accueil, dans des orphelinats, pour avoir des informations supplémentaires, mais là-dessus, il y a très peu d'informations parce que c'est très anonyme. On essaie bien sûr de ne pas mettre en danger ces courageux militants et militantes qui font tout ce travail d'enquête et qui servent justement donc à compléter ces listes qui sont très importantes pour mettre un nom, un visage derrière chaque chiffre d'enfants déportés. Bien sûr, ce qui est très inquiétant, et ça a déjà été évoqué, c'est le parcours qui suit pour ces enfants. Parce qu'ils rentrent dans l'éducation maintenant qui est faite en Russie, qui concerne tous les enfants, les Russes aussi, qui est un endoctrinement forcé, une militarisation forcée des esprits, que l'enfant doit servir la patrie, et cet endoctrinement se fait dès l'âge de 3 ans maintenant. À partir du 1er septembre, les cours de patriotisme sont obligatoires en école maternelle. Et c'est une catastrophe parce que les enfants, dès tout petits, sont complètement dans cette logique que je dois atteindre 18 ans et aller servir ma patrie, parfois même plus tôt. Et cela est encore plus dur, bien sûr, pour des enfants ukrainiens qui ont ce souvenir qu'ils tentent de garder en eux de leur vraie patrie. Voilà, donc cette activité d'initiative russe, on va beaucoup en parler, nous, dans nos événements qui vont suivre. On a un grand événement le 11 octobre, je vous invite à consulter notre site internet pour en savoir plus, et à vous intéresser à tout cet activisme russe qui existe, et que nous sommes heureux en fait de pouvoir contribuer au travail des ONG ukrainiennes et de nos collègues ukrainiens pour aider comme on peut. Merci beaucoup Olga. De fait, l'association Russie Liberté fait un travail remarquable et pas toujours visible, mais indispensable comme vous l'avez compris.